Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Leïla Saïssa, je suis chargée du contenu juridique chez Dastra. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas Dastra, nous sommes une plateforme de mise en conformité RGPD, IA, de la gouvernance en fait de l'IA, pas uniquement de l'AI Act. On a plus de 20 000 utilisateurs et nous commençons à intégrer plein de nouveautés avec l'IA. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir ce qu'on a de beau pour les mois à venir. Euh, donc, il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui sur ce tour de l'actualité réglementaire. Je pense que j'ai pu les séparer dans plusieurs chapitres ou parties, voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a plein de choses qui se passent un peu partout. Comme vous le savez, ça a été peut-être un peu moins dense en termes de contenu pour le mois d'août. Mais je fais l'aperçu pour juillet et août parce que c'est les 2 mois où les gens prennent un peu les vacances en décalé. Euh, donc voilà. Donc si on commence euh, avec un premier aperçu des nouveaux textes qui sont entrés en vigueur, ou ce n'est pas la totalité des textes, mais c'est peut-être les textes les plus intéressants, on va dire, pour les professionnels de la privacy et de l'intelligence artificielle. On a le Cyber Resilience Act qui est entré en vigueur le 10 décembre 2024, mais les premières obligations en fait sur notamment la procédure de notification des organismes ont commencé à s'appliquer depuis le 11 juin 2026, donc il y a presque 2 mois. Euh, et ça continue à entrer en vigueur, enfin, à s'appliquer plutôt, pardon, sur des mois à venir également. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la procédure de notification a bien commencé à s'appliquer depuis le 11 juin. La réglementation un peu star, qui est le Digital Omnibus sur l'IA, a été adoptée le 29 juin 2026 et entrée en vigueur le 27 juillet, donc 3 jours après sa publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Euh, ce n'est pas tout le paquet digital omnibus, c'est uniquement le digital omnibus sur l'IA. Les gens tendent un peu oui, confondre les deux. Il y a d'autres sujets, d'autres paquets, d'autres réglementations qui sont touchées par le digital omnibus en général. Mais ici, on parle digital omnibus on AI ou l'omnibus sur l'IA qui a été euh, qui a fait un peu sujet d'une procédure plutôt accélérée parce qu'il y avait des échéances euh, qui, euh, qui se chevauchaient en fait avec le règlement sur l'intelligence artificielle, donc l'AI Act, et ce que l'omnibus sur l'IA avait comme but, qui était aussi de repousser ces échéances-là. Nous allons le voir un peu plus en détail. Donc voilà, l'omnibus sur l'IA a été publié dans le journal officiel, donc c'est entré en vigueur. Il assouplit certains délais, comme je le dis, et il y a aussi une sorte d'assouplissement de certaines obligations que nous allons voir aussi également un peu plus tard. Un décret sur l'hébergement des données de santé. La majorité des dispositions de ce décret est entrée en vigueur le 27 mars 2026, ce qui vient renforcer les obligations des hébergeurs en matière de souveraineté des données de santé à caractère personnel. Bien sûr, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de tous ces textes différents. J'ai fait le choix un peu de ce qui pourrait concerner le plus de participants possible. Mais voilà, un premier aperçu des nouveaux textes qui sont déjà entrés en application ou en vigueur depuis janvier 2026. Un premier focus, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, voilà, qui touche plusieurs organisations et nous touche un peu à tous. Donc, j'ai trouvé pertinent de commencer par ça. Euh, on vient tout juste d'en parler, donc l'omnibus sur l'IA qui a été publié au journal officiel. Euh, il
vient modifier principalement le règlement de 2024, AI Act ou règlement sur l'intelligence artificielle, mais aussi deux autres, le règlement relatif à l'aviation civile et le règlement relatif aux machines, car ce sont des règlements qui viennent se lire conjointement avec l'AI Act, notamment sur sa partie, son chapitre dédié au système d'intelligence artificielle à haut risque. Euh, donc, la version qui est consolidée de l'AI Act inclut déjà ces modifications euh, que nous allons voir ensemble. Donc, ce qu'on peut dire qui a réellement changé depuis l'entrée en vigueur de l'omnibus, déjà, il faut pas confondre, où on entend parfois dire que l'omnibus vient supprimer le règlement, vient supprimer quelques dispositions. En fait, ça modifie le calendrier principalement et certaines modalités de conformité, mais ça ne supprime pas le règlement sur l'IA, bien évidemment. Donc, j'ai mis ici la liste des principales évolutions qui ont été, qui sont comme conséquence de l'entrée en vigueur de ce règlement. Euh, les deux premières tiennent à cette modification de calendrier parce que les règles en fait relatives au système d'IA à haut risque de l'annexe 3, c'est-à-dire les systèmes d'IA qui ont à voir avec la biométrie, avec les infrastructures critiques, avec l'éducation, avec le recrutement, avec la migration, la justice, les processus démocratiques. Donc, il y a plein de sujets ou de domaines qui sont relatifs à l'annexe 3, qui sont détaillés d'ailleurs dans cette annexe, et les règles relatives en fait à ces systèmes d'IA à haut risque qui devaient commencer à s'appliquer à partir de ce mois, donc d'août 2026, ont été reportés jusqu'à décembre 2027. Euh, donc, c'est quand même 16 mois de plus pour se mettre en conformité avec ces règles-là. Pourquoi? C'est principalement par faute de normes qui ont été harmonisées ou qui ont été disponibles à temps. Le règlement sur l'IA est très technique, parfois difficile à maîtriser, difficile à être appliqué. Donc, il y a, comme vous le savez, beaucoup de lignes directrices, beaucoup de codes de bonne pratique qui continuent à être publiés à fur et à mesure par la Commission européenne. Euh, mais ça n'a pas toujours été publié à temps pour que les organisations se familiarisent avec le contenu. Donc, ça et d'autres sujets, bien sûr, qui ont pu pousser à cette décision qui était celle de reporter l'entrée, enfin, la date d'application, pardon, de ces règles-là. Et pareil, pour les systèmes d'IA à haut risque qui ne font pas partie de l'annexe 3, mais plutôt de l'annexe 1, pareil, les règles ont été également repoussées jusqu'au 2 août 2028. Donc, c'est quand même 2 ans à partir de ce mois. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre jusqu'à ces dates-là pour commencer à se demander quels sont nos systèmes d'IA, est-ce qu'ils font partie des systèmes d'IA à risque ou pas, ou laisser la cartographie ou voilà, d'autres actions de mise en conformité à plus tard, à dans 2 ans, parce que déjà savoir si les systèmes d'IA à risque les systèmes d'IA, pardon, que nous utilisons, que nous mettons sur le marché, que ce soit en tant que déployeur, en tant que fournisseur. Et il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs sujets à traiter. Et ce n'est pas toujours très évident de savoir dans quelle partie, voilà, dans quelle catégorie ou dans quel niveau de risque nous sommes. Donc, c'est vraiment, je pense, indispensable de commencer cette cartographie maintenant et ne pas la repousser jusqu'à 2028 ou 2027. Euh, Ce qui reste par contre applicable au 2 août 2026, donc déjà ce mois, et qui n'a pas été reporté par l'omnibus, c'est
bien sûr déjà les pratiques interdites, mais qui sont déjà en vigueur depuis février 2025. Donc, il y a cette liste de systèmes d'IA qui sont interdits et qu'on interdit de mettre sur le marché. Euh, qui sont déjà en vigueur depuis février 2025. Et ce qui rentre en application ce mois, c'est les obligations de transparence de l'article 50. Donc, il faut informer quand on interagit avec une IA. Il faut identifier les contenus générés ou qui sont modifiés par l'IA. Il y a, nous allons le voir, un code de bonne pratique et des projets de ligne directrice qui ont été publiés sur ce sujet pour que les organisations comprennent mieux comment justement être transparent sur les contenus qui ont été générés ou modifiés par l'IA ou lors de l'interaction directe avec une intelligence artificielle. Sachant qu'il y a un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage technique des contenus synthétiques. Donc, voilà, c'est une petite exception de report de date pour ce sujet uniquement. Et ce n'est pas uniquement les obligations de transparence qui ont commencé à s'appliquer depuis août, mais il y a également le chapitre 8 de l'AI Act qui est relatif à la surveillance et le contrôle. Donc, c'est en fait les compétences des autorités nationales de surveillance de marché qui commencent à s'appliquer et également du AI Office ou du bureau de l'IA. Donc, c'est les pouvoirs de sanction finalement qui s'activent avec des amendes qui peuvent arriver jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial pour les manquements les plus graves. Et également le chapitre 9, donc c'est relatif au recours, avec le droit de déposer une plainte auprès des autorités et le droit, pardon, à une explication des décisions individuelles. Donc, on entend beaucoup que c'est uniquement les obligations de transparence qui sont entrées en vigueur en août, mais en fait, il y a toute cette série de chapitres que vous voyez en face qui ont commencé à s'appliquer. Euh, donc, important de garder ça en tête. Euh, pour un petit focus sur les obligations de transparence de l'article 50, euh, bien sûr, l'idée principale, c'est être transparent. Ça veut dire que la personne en face, l'utilisateur, voilà, le client, doit savoir qu'il est en train d'interagir avec l'IA ou que le contenu qui est en face de lui ou elle est généré ou modifié par l'IA. Il faut qu'il y ait un marquage qui est lisible par les machines de ces contenus-là. Il faut qu'il y ait un étiquetage des deepfakes. Qui est l'information pertinente et assez détaillée lorsqu'on parle de systèmes de biométrie, par exemple, de catégorisation biométrique. Euh, donc voilà, il y a une série de obligations. On ne peut pas bien sûr tout voir ensemble maintenant, mais ce qui est important également, c'est d'expliquer la répartition entre les fournisseurs et les déployeurs. OK, qu'est-ce que moi, en tant que fournisseur, je peux faire ou qu'est-ce que, en tant que déployeur, on peut faire également. Ce ne seraient pas les mêmes obligations, bien sûr. Avec le code de bonne pratique et le projet de ligne directrice, on arrive à avoir une vision un peu plus claire de ces obligations-là. Donc, n'hésitez pas euh, à aller lire ce code de bonne pratique. Attention, c'est un code qui reste volontaire. Ce n'est pas un code dont le respect est obligatoire, bien sûr. Ça vient aider les entreprises à donner un cadre et donner comme une idée aux autorités que nous sommes bien en conformité, que nous faisons ce qu'on doit faire finalement en respectant ce code de bonne pratique. Mais ça reste un code volontaire. Euh, et bien sûr, une organisation qui ne va pas suivre le code doit pouvoir démontrer avec des mesures qui sont peut-être alternatives ou qui ne sont pas incluses dans le code, qu'elles soient suffisamment efficaces, qu'elles soient suffisamment fiables pour démontrer la conformité, toujours dans une logique de accountability, bien sûr. Euh, alors, une autre partie ou un autre article plutôt, qui est l'article 4 de l'AI Act, qu'il ne faut pas oublier, c'est la question de la culture de l'IA ou la maîtrise de l'IA, en anglais AI literacy, qui est très important. Euh, Parce que c'est l'obligation selon laquelle l'organisation devrait mettre en place des mesures
qui vont venir familiariser ses employés, ses collaborateurs avec l'intelligence artificielle pour qu'ils soient suffisamment familiers, encadrés sur les limites, notamment par exemple les hallucinations de l'IA, comment réagir lorsqu'on crée un contenu généré avec l'IA qu'on envoie au client. Donc voilà, il y a plusieurs sujets sur lesquels une formation est plutôt est bien obligatoire. Euh, et euh, L'omnibus, en fait, va venir ici assouplir la formulation de l'article 4 euh, parce qu'on précise qu'il n'y a plus, en fait, un niveau uniforme de maîtrise ou de formation, voilà, mais un niveau plutôt suffisant qui va laisser ici une approche proportionnée, en fait, en fonction des risques et bien sûr, du domaine ou du domaine, oui, de l'organisation parce qu'on ne va pas s'attendre au même niveau de formation, par exemple, au sein d'une organisation qui développe ou qui met sur le marché sa propre intelligence artificielle ou qui a voilà, des profils très techniques d'ingénieurs, de développeurs, etc. Ou en face, on a une organisation je ne sais pas, qui traite de la mode, par exemple. Donc voilà, on ne peut pas avoir le même niveau ou s'attendre au même niveau de formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une approche par profil qui est intéressante ou qu'il faudrait suivre ici. Et peut-être une première sensibilisation générale pour l'ensemble du personnel. Et ensuite, une formation plutôt renforcée pour les équipes métiers qui utilisent l'IA ou ceux qui n'auront pas la même, qui ne seront pas voilà, euh, soumis à l'utilisation de l'IA de la même manière. Euh, il y a une fac, donc des questions-réponses de la commission qui est plutôt intéressante sur ce sujet, donc n'hésitez pas également à aller visiter sur le site de la commission pour mieux comprendre ce que cette culture ou maîtrise de l'IA sous-entend. Il y a un nouvel outil européen de dépôt des plaintes qu'on appelle le AI Act Complaint Tool. Euh, donc, c'est un outil en fait qui va permettre aux personnes, aux particuliers et également aux personnes morales, donc aux organisations, de déposer une plainte auprès du bureau de l'IA, donc le AI Office, euh, pour certaines violations du règlement sur l'IA qui sont soit commises par les fournisseurs ou les déployeurs. Mais ce n'est pas l'entièreté des réclamations qui vont être recevables en fait. C'est principalement c'est des plaintes en fait qui doivent relever du champ d'application de l'article 85 et principalement du champ de compétences du bureau de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est principalement les systèmes fondés sur un modèle d'IA à usage général, donc les General Purpose AI Models. Donc le bureau de l'IA ici, il est compétent euh, lorsque le système d'IA qu'on a en face repose sur un modèle d'IA à usage général, où le modèle et le système sont développés par le même fournisseur ou par des sociétés qui appartiennent au même groupe. Par exemple, un fournisseur va développer son propre LLM et commercialise ensuite un assistant conversationnel qui repose sur ce modèle. Donc, dans ce cas, le bureau de l'IA peut alors contrôler directement le fournisseur de ce système. Et si il y a des violations ou un manque de conformité avec l'AI Act, il est possible donc dans ce cas d'aller déposer une plainte auprès de de ce nouvel outil voilà, européen de dépôt des plaintes. Euh, il y a voilà, quelques remarques sur le dépôt des plaintes, c'est que la plainte n'est pas anonyme. Elle peut être déposée, bien sûr, dans toutes les langues et identifier le pays, les faits et le système concerné. Si besoin, le bureau de l'IA peut la transmettre à l'autorité nationale compétente. Donc, il y a un canal distinct qui devrait exister pour ces signalements-là, pour ces plaintes-là. Donc voilà pour l'intelligence artificielle euh, en tant que telle. Peut-être maintenant le chevauchement ou le croisement avec l'intelligence artificielle et le RGPD ou la protection des données personnelles en général. Sur ce sujet, il y a plusieurs également lignes directrices
du CEPD qui ont été publiés. Ça reste des projets de ligne directrice pour certaines. Par exemple, le projet des lignes directrices sur l'anonymisation qui ont beaucoup fait parler aussi, et également sur le web scrapping ou le moissonnage. Ça reste des projets donc, qui sont soumis à consultation publique jusqu'au 30 octobre 2026. Donc, pour les organisations ou les DPO ou autres qui estiment que c'est pertinent d'y participer, n'hésitez pas jusqu'au 30 octobre. Euh, donc sur l'anonymisation, nous allons le voir peut-être un peu plus en détail dans la slide d'après. Mais ça vient clarifier quelques doutes ou quelques trous que les professionnels avaient sur ce sujet, notamment après un arrêt important de septembre dernier sur le sujet. Certains disent que ce projet aurait pu être encore plus clair. Ça reste peut-être sujet à débat, mais nous allons voir dans la salle d'après les détails de ce sujet. Sinon, le projet des lignes directrices sur le web scrapping ou sur le moissonnage, euh, en fait, ça vient compléter les travaux qui sont déjà menés parallèlement par le CEPD et le bureau et le AI Office, donc le bureau de l'IA, pour mieux détailler en fait l'articulation entre le RGPD et le règlement européen sur l'IA sur ce sujet. Euh, donc, pour avoir un petit aperçu, selon ce projet des lignes directrices, les organisations ne devraient collecter que les données qu'elles considèrent comme nécessaires à l'entraînement des systèmes d'IA. On revoit ici le principe de minimisation du RGPD. Et lorsqu'ils collectent et conservent des données personnelles, les responsables de traitement doivent respecter donc ces principes que vous voyez devant vous de limitation des finalités, de transparence, de minimisation, de collecte directe ou indirecte transparente. Euh, et bien sûr, la question de la transparence qui doit être assurée, comme le RGPD l'exige déjà, y compris lorsque les données personnelles sont collectées à partir de sources accessibles au public. Donc, ce n'est pas parce que ces sources ont été accessibles au public qu'on peut considérer qu'on n'a pas besoin d'être transparent ou d'informer les personnes sur l'utilisation de ces données-là. Euh, donc voilà, encore une fois, on ne peut pas rentrer tous les détails, donc je vous invite à aller lire ces projets de ligne directrice. Euh, Ensuite, ça, sur l'anonymisation, donc toujours ouverte à consultation publique jusqu'en octobre 2026. Euh, et ces projets de ligne directrice vont venir actualiser la doctrine antérieure dans le sillage de l'arrêt SRB, que je viens d'évoquer. Euh, et c'est un sujet d'autant plus important. euh, avec l'intelligence artificielle, avec la multiplication des traitements IA sur les données qui sont prétendument anonymisées, parce qu'on entend beaucoup par les fournisseurs, par les déployeurs, qu'on n'a pas besoin vraiment d'appliquer le RGPD parce que ces données qu'on utilise pour l'entraînement de ces IA sont anonymes. La question est vraiment principale notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Ce que les projets de ligne directrice vont venir clarifier, c'est qu'il y a un test en deux temps. Donc, d'abord, il faut se demander si la donnée se rapporte à une personne identifiable, oui ou non? Et si oui, est-ce que cette personne peut être identifiée par des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés, qu'on va venir en fait évaluer du point de vue de chaque entité concernée. Donc il y a deux approches ici, une approche contextuelle et une approche simplifiée. Euh, mais on peut dire que dans tous les cas, il y a des critères techniques qui sont cumulatifs, qui sont l'absence d'individualisation, absence de corrélation et l'absence d'inférence. Euh, donc en fait, pour mieux expliquer, c'est plutôt de se demander si une personne est
est identifié ou identifiable dans l'absolu, comme le demande le RGPD. Il faut plutôt évaluer la probabilité qu'elle puisse être identifiée par une identité, pardon, par une entité ou une organisation donnée. Euh, et comme cette probabilité dépend de l'entité, ça peut donc varier et rester voilà, peut-être relative ou subjective au contexte factuel de ces organisations. Euh, donc le caractère anonyme va venir être évalué au point de vue de chaque entité concernée. Pour savoir si elle a les moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés ou pas pour identifier les personnes. Euh, dans tous les cas, il faut, comme le RGPD le veut et comme les actes le veut, il faut toujours documenter le raisonnement. Vu que ça va dépendre des entités, il faut donc mieux documenter ou plus expliquer pourquoi on a considéré qu'en fonction de ce contexte-là, de cette organisation-là, on n'a pas ou on a les moyens d'identifier la personne derrière ou pas. Donc la documentation ici, elle est essentielle. La justification est essentielle plutôt que de se contenter d'une déclaration. Euh, donc voilà sur ce sujet. Euh, Ensuite, toujours sur le croisement avec le RGPD ou plutôt ici avec les autorités entre la CNIL le Conseil de l'IA. En fait, le focus ici de cette publication du 20 juillet, c'est les agents. Donc, la note qui a été publiée par la CNIL et le Conseil de l'IA et du numérique qui a été publiée, pardon, c'est l'IA agentique et protection des données personnelles, équation à inconnus multiples pour les utilisateurs. Donc, c'est une note qui va venir explorer l'IA agentique croisée avec les données personnelles, parce que on le sait très bien que l'IA va dans la majorité des cas, traiter les données personnelles. Donc, ce croisement ou oui, ce croisement est bien. Euh, euh, il faut peut-être creuser ce croisement-là. Voilà, il faut mieux comprendre comment les données personnelles sont utilisées par ces agents. D'où le but de cette note-là. J'ai mis sur la slide devant vous les points principaux à retenir de cette note. Peut-être sur le fait qu'on parle de traitement à des échelles différentes. Euh, En fait, avec les utilisations des agents ou avec l'IA agentique, les usages qui sont faits de l'intelligence artificielle vont venir ici changer de dimension. On n'est plus devant un LLM ou devant un chatbox qui nous répond. On prend en fait des niveaux supérieurs d'autonomie qui restent croissants, qu'on peut pas toujours peut-être maîtriser de la même manière ou contrôler de la même manière ou comprendre les limites et les périmètres de la même manière. Euh, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes s'organisent autour d'un agent central qui va piloter, qui va diriger les agents peut-être autres agents, disons, qui sont spécialisés ou dédiés à des tâches principales, mais il reste qu'un traitement principal, c'est l'agent central. Euh, et donc, la gestion des données va venir suivre cette architecture parce qu'elle va s'articuler donc autour de deux processus distincts. On a d'une part le traitement des requêtes. Normalement, ici, le traitement des requêtes, c'est des informations qui vont être supprimées après exécution. Et d'autre part, on a le stockage en mémoire qui va permettre de conserver certaines données d'un échange à l'autre pour que grâce à cette mémoire, les agents les agents distincts et l'agent central puissent se baser sur cette mémoire-là et peut-être éviter le doublon ou mieux comprendre l'historique de la conversation ou des tâches avec l'utilisateur. Donc, cette mémoire est quand même très importante lorsqu'on parle d'agents.
et d'intelligence artificielle en général. Donc voilà, on a des traitements peut-être à une échelle différente qui ne ressemblent pas des traitements, aux traitements peut-être entre un responsable de traitement et un sous-traitant plutôt normaux ou traditionnels. Euh, donc voilà, c'est important de comprendre peut-être d'abord l'architecture, la structure de ces agents pour comprendre les traitements associés. Euh, et, euh, et bien sûr, dans ces traitements-là, il y a des volumes très importants de données personnelles qui peuvent comprendre des données sensibles, qui peuvent comprendre voilà, des données à caractère particulier. Euh, dans un contexte où on n'a peut-être pas, la régulation n'a peut-être pas anticipé ce cas de figure précis, qui commence à le faire, mais qui n'aurait peut-être pas prévu ça voilà, dès le début peut-être de l'intelligence artificielle ou voilà, le développement technique de cette technologie. Euh, donc, comme on anticipait peut-être pas l'IA agentique d'une manière aussi claire, on peut envisager donc peut-être une tension ou voilà oui, une tension avec les principes fondamentaux du RGPD qui ne sont peut-être pas respectés en tant que dans l'État et qu'il faut mieux cerner et mieux encadrer. Voilà. Un autre sujet, c'est ici dans cette note, était la perte de contrôle de l'utilisateur. Euh, Parce qu'il y a un risque de perte qui est de maîtrise en fait de l'utilisateur sur ces données. Euh, on- Spécifiquement dans le contexte de l'IA agentique, euh, c'est parce que ces systèmes-là vont développer une connaissance approfondie en fait et évolutive de l'utilisateur grâce à la mémoire dont on vient de parler. Et ce n'est pas uniquement ce stockage de mémoire, mais c'est le fait que ces données-là et que ces informations-là sont dispersées au sein de multiples agents. Donc voilà, cette échelle ou cette structure différente dont on parlait euh, fait en sorte que l'utilisateur n'a peut-être pas ou plus le même contrôle sur ses données que s'il avait affaire à peut-être un logiciel ou voilà un cadre peut-être plus traditionnel euh, qu'on connaît mieux. Et donc, cette dispersion-là de ces données va venir complexifier l'exercice par l'utilisateur de ses droits, comme on les connaît issus du RGPD. Euh, et en fait, ce risque-là est quand même important à souligner, important à traiter et vient peut-être mettre un risque sur ces droits fondamentaux-là que le RGPD préconise. Euh, de la même manière qu'il y a un perte de contrôle de l'utilisateur, on a peut-être aussi une confusion sur le cadre de responsabilité qui est en jeu, euh, parce que la chaîne de responsabilité ici, elle est brouillée, de la même manière que peut-être la maîtrise des droits, des données et des droits de l'utilisateur sont également brouillés. Ici, c'est la chaîne de responsabilité qui n'est peut-être plus clair. Comme il y a cette interaction entre différents agents, l'agent central et les diversités des agents, il est difficile peut-être de préciser ou de dire qui est responsable ou vers qui on peut se tourner finalement pour faire respecter nos droits en matière de protection de données personnelles. Donc le schéma est peut-être en raison de cette multiplicité d'acteurs, il est un peu brouillé et on peut s'imaginer que ça pourrait accroître les risques de cyberattaque ou les risques de perte de données, de perte de contrôle. Donc voilà, cette note vient souligner l'importance de ces sujets un peu flous, voilà, un peu brouillés. Peut-être qu'on attend d'autres clarifications en fait
d'autres recommandations qui vont être publiées sur le sujet par la commission ou par le bureau de l'IA. Normalement, on aura cette publication-là fin 2026. Donc, on attend de savoir si ces lignes directrices ou ces documents-là vont mieux expliquer ou mieux clarifier ces points relevés dans cette note. Euh, Ensuite, peut-être un petit focus sur les sanctions. Euh, il y a une première sanction qui est intéressante sur le sujet des décisions automatisées. C'est toujours bien lorsqu'on a bien, peut-être pas bien pour Uber ici, mais c'est toujours intéressant d'avoir des décisions, des sanctions, des clarifications sur ce sujet-là, parce que les décisions automatisées, donc l'article 22 du RGPD, sont en ce moment aussi un sujet très important avec l'intelligence artificielle, peut-être pas toujours très clair sur la mise en place, sur comment ça diffère d'un cas à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant, voilà, de mieux comprendre ou de mieux cerner ce mécanisme. Alors, dans ce cas, on parle d'une sanction, donc, comme vous l'avez compris, contre Uber, avec une amende d'environ 825 millions d'euros. Et c'était en fait la CNIL, mais en coopération avec l'autorité néerlandaise, au sein donc du mécanisme européen de guichet unique. Euh, Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce qui a été sanctionné, en tout cas, c'est l'absence de l'intervention humaine euh, au sein d'une décision automatisée prise par le logiciel. Donc, en fait, pour donner peut-être un peu de contexte et mieux comprendre, Uber utilisait un logiciel pour venir surveiller le comportement des chauffeurs. Euh, Par exemple leur conduite ou voilà. Donc, il va venir contrôler ce comportement-là des chauffeurs, mais aussi les évaluations qui sont données par les utilisateurs ou par les clients. Et lorsque le logiciel en l'espèce va détecter peut-être un soupçon de fraude ou un soupçon de mauvais comportement où les évaluations ont peut-être été trop faibles, euh, il va venir supprimer les comptes des chauffeurs et en fait, ils vont être automatiquement désactivés de la plateforme. Donc, ce n'est quand même pas rien pour les chauffeurs. C'est quand même un risque, un effet finalement juridique, un effet qui a plusieurs conséquences, des conséquences financières, des conséquences de réputation, voilà. Et ce qui a été sanctionné, c'est qu'il n'y a aucune intervention humaine prévue dans ce processus. Donc, dès que le logiciel va venir détecter ces soupçons-là ou des mauvaises notes, etc., il va automatiquement supprimer ces comptes, désactiver ces comptes sans que ça passe par un contrôle humain. C'est quand même un sujet à risque. Euh, Parce que le logiciel peut faire des fautes, peut tomber dans plusieurs cas qui sont peut-être pas la vérité. Donc voilà, c'est prendre le cas par cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte en fait déposée auprès de la CNIL de, je pense, à peu près 160, 180, 170 chauffeurs, donc à peu près 200 chauffeurs euh, qui sont donc venus déposer cette plainte auprès de la CNIL et l'autorité néerlandaise qui a été bien sûr aussi euh, inclus dans ce sujet-là parce que c'est elle finalement qui a prononcé la sanction. Euh, donc voilà, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails non plus, mais c'est voilà un premier aperçu de cette sanction euh, à garder en tête. Et toujours pour la CNIL qui a publié son bilan le 6 juillet sur les 23 sanctions simplifiées qui ont été prononcées depuis janvier. Ce qu'il faut peut-être retenir de ce bilan-là, c'est que les petits manquements RGPD, donc ceux qui sont plafonnés, c'est des sanctions en fait plafonnées à 20 000 euros. Euh,
sont quand même sanctionnés rapidement. Donc, ce n'est pas parce que c'est petit qu'on se dit que ça va peut-être pas être sanctionné ou ça n'a pas la même importance que de gros manquements graves. C'est pas vrai. La procédure simplifiée a déjà eu comme résultat de 23 sanctions, 23 décisions qui représentent quand même presque 150 000 euros d'amende cumulée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, les plaintes, ça reste le principal déclencheur de ces contrôles-là. Donc, parmi les 23 sanctions, il y a 19 qui trouvent leur origine dans une plainte. Euh, donc, il faut quand même suivre les réclamations comme des signaux de risque. Il faut faire attention aux délais, il faut faire attention aux relances, notamment dans l'exercice des droits, les identités peut-être du demandeur, la preuve des réponses, l'escalade vers le DPO. Donc voilà, tous ces réclamations pardon, là devraient peut-être être lues comme signes de risque. Euh, pour éviter que des plaintes soient déposées finalement. Donc, essayer de cantonner ça d'une manière opérationnelle au sein de l'organisation et éviter que ça escalade vers la CNIL. Les droits d'accès et d'effacement, ça reste un point faible majeur. 8 sanctions de ces 23 concernent le non-respect des droits d'accès ou d'effacement. Donc, c'est quand même important à savoir. Euh, Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut peut-être tester les processus au moyen les processus de cette demande-là, s'assurer qu'on respecte les délais et pour les non-clients de Dastra, peut-être, ou les clients aussi de Dastra, savoir qu'on a aussi un module de gestion de ces demandes de droit qui facilite vraiment le quotidien des DPO ou des personnes en charge de la réception et de la réponse à ces demandes-là. N'hésitez pas, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce module-là, à nous contacter à la fin du webinaire pour peut-être mieux comprendre comment ce module va faciliter la prise en main quotidienne de ces demandes-là qui, comme on le voit, ont quand même un risque important de sanction. Ne pas répondre à la CNIL va aggraver le dossier. Donc ça, on le sait déjà pas uniquement dans ce sujet de plainte ou de sanctions simplifiées, mais également dans des sujets qui ont plus d'impact. Euh, la coopération avec la CNIL, ça reste un sujet très important dans l'évaluation par exemple, du montant de l'amende, dans la gravité de la sanction, le fait que l'organisation arrive à coopérer ou à répondre à la CNIL va favoriser, en tout cas, sa vision, si on peut dire ça comme ça, auprès de la CNIL. Euh, il doit, même si on ne répond pas aux personnes concernées, il faut quand même répondre à l'autorité, au régulateur. Et si on ne sait pas trop comment gérer ça, il faut peut-être prévoir une procédure interne pour toujours s'assurer que lorsqu'on reçoit un courrier de la CNIL ou voilà, une plainte a été déposée, qu'on reste très réactif à ce sujet. Euh, la vidéosurveillance des salariés reste une priorité ici, donc c'est également important à garder en tête. Euh, et voilà, plusieurs autres points, mais également on n'a pas le temps de tout couvrir. Peut-être un aperçu rapide sur les transferts internationaux avec quand même une actualité importante qui vient peut-être fragiliser le Data Privacy Framework, donc le cadre voilà, de transfert entre les États-Unis et l'Europe qui est en place, ça fait quelques années maintenant. Euh, a peut-être été fragilisé par une jurisprudence importante auprès de la Cour suprême des États-Unis. Donc la décision Trump versus Slaughter, qui a comme sujet l'indépendance des agences fédérales, sur la base desquelles en fait le, le- la commissaire de la FTC a été démise de ses fonctions par l'administration Trump. Et en fait,
c'est important parce que le DPF, donc ce mécanisme sur lequel les transferts entre entre les États-Unis et l'Europe peuvent se baser, il repose principalement sur l'indépendance de la FCC comme garantie de supervision effective. Et comme cette jurisprudence vient peut-être surligner ou oui, douter, faire douter de l'indépendance de cette autorité ou de cette institution, ça fait en sorte donc que le DPF est fragilisé. Et le DPB notamment a demandé à la Commission européenne d'évaluer l'impact de cette décision sur la validité de la décision d'adéquation donc entre l'UE et les États-Unis, euh, en rappelant toujours que le point principal, c'est l'existence d'une autorité de contrôle réellement indépendante comme critère clé de l'adéquation. Donc, si la FTC finalement est déclarée comme non indépendante, cela peut bien sûr avoir un impact sur la décision d'adéquation et un risque contentieux par Max Schrems, comme on le sait très bien, euh, en suivant Schrems 1, Schrems 2, qui ont invalidé le Safe Harbor et le Privacy Shield. On pourrait peut-être s'attendre à un Schrems 3 suite à cette décision-là. Euh, donc voilà, il faut suivre cette affaire et les évolutions sur ce sujet. Dernier point, les nouveautés de la rentrée à surveiller. Donc, il y a peut-être un petit focus sur le Royaume-Uni avec le Data Use and Access Act qui est entré en vigueur depuis, en fait, avait des dates d'entrée en vigueur ou d'application plutôt échelonnées, mais depuis le 19 juin 2026, la plupart des dispositions relatives à la protection des données sont en vigueur. Et ce qui est important à savoir ici, c'est qu'il y a une nouvelle obligation qui vient imposer aux organisations de disposer d'une procédure claire de traitement des plaintes pour les exercices des droits, avec un accusé de réception sous 30 jours. Et donc, il y a un mécanisme en fait, que les organisations doivent mettre en place de plainte. Ce n'est pas uniquement une demande d'exercice de droit normale ou qui a été peut-être à laquelle l'organisation n'a pas répondu et il y a eu ce va-et-vient, etc. C'est autre chose, c'est vraiment un mécanisme de plainte formel qui doit être mis en place. Donc, pour les organisations internationales qui ont le marché finalement UK au Royaume-Uni au sein de leur organisation, il faut peut-être faire attention à ça. Euh, un aperçu de prochaines dispositions qui vont entrer en application à partir de septembre 2026. Donc, pour cette rentrée, euh, il faut peut-être faire attention au Cyber Resilience Act, parce qu'à partir du 11 septembre 2026, les fabricants vont devoir notifier des vulnérabilités dans un produit dont ils prennent connaissance. Donc, il y a cette notification, ce mécanisme de notification qui va commencer à s'appliquer à partir du 11 septembre. Le Data Act, pour ceux qui ne sont pas familiers, nous avons sur notre blog quelques articles qui expliquent également ce règlement. Mais à partir du 12 septembre 2026, les produits connectés, après cette date, devront être conçus et fabriqués de manière à ce que les données soient accessibles par les utilisateurs par défaut. Donc, on n'a pas besoin de faire une première demande d'accès de données auprès de l'organisation, mais ces données-là doivent être accessibles par défaut, en fait, pour les utilisateurs. Pour les produits connectés, on ne parle pas de tout produit, mais les produits qui sont visés par le Data Act. Voilà. Le décret dont on a déjà parlé sur l'hébergement des données de santé, qui à partir du 26 septembre va commencer à s'appliquer. Et on l'a vu pour le règlement sur l'IA, donc l'AI Act, à partir du 2 décembre 2026. On a une interdiction de système de notification qui commence à s'appliquer.
Et également pour la transparence et le watermarking de contenu synthétique qui vont commencer également à s'appliquer en décembre. Euh, C'était la petite exception dont on a parlé avec les obligations de transparence qui ont commencé à s'appliquer en septembre, pardon, qui ont commencé à s'appliquer en août, donc ce mois-ci, à part cette petite exception dont on parlait sur le watermarking des contenus synthétiques qui commencera à s'appliquer en décembre 2026. Donc voilà, peut-être quelques dates clés à garder en tête. Euh, D'autres textes également qui sont proposés en 2026 ou de nouveautés attendues en début 2027. Il y a le paquet cybersécurité, donc le règlement qui est présenté par la Commission le 20 janvier 2026 et qui vise à renforcer la résilience et les capacités de l'UE en matière de cybersécurité. Et on a un projet de loi de transposition de la directive NIS 2 et la directive relative à la responsabilité des produits défectueux qui devrait être transposée au plus tard le 9 décembre 2026 et couvre désormais les logiciels, donc qui inclut évidemment les systèmes d'IA. Donc voilà, pour terminer, peut-être une feuille de route à garder chez vous pour une série d'actions à mettre en place avant le 31 décembre. Pour ceux qui ont déjà mis en place ces actions-là, très bien. Et pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être une petite liste ici pour résumer un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Bien sûr, mettre à jour son calendrier de conformité avec les nouvelles dates de l'omnibus, notamment sur les systèmes d'IA à haut risque, mais quand même traiter en priorité les obligations de transparence qui ont commencé à s'appliquer en août et le marquage donc, des contenus IA. Et surtout, ne pas attendre ces nouvelles dates-là, donc 2027 et 2028, pour commencer à se demander si nos systèmes d'IA sont des systèmes d'IA à haut risque ou tout simplement pour cartographier nos systèmes d'IA. C'est important de débuter ça dès maintenant. Chez l'AFA, nous avons également un module de cartographie, de registre plutôt des systèmes d'IA, où on peut donc cartographier nos systèmes, inclure tous les systèmes qui soient à haut risque, qui soient à risque limité ou pas, pour avoir cette meilleure vision globale de nos systèmes d'IA. Et en fonction de cette cartographie-là, pouvoir comprendre quelles obligations s'appliquent. Également, on a des questionnaires dans l'Astra qui permettent de savoir si nous sommes fournisseurs ou déployeurs pour ce système-là. C'est une question importante parce que les obligations ne sont pas les mêmes, bien sûr, pour ces deux acteurs. Donc voilà, comme j'ai dit, finaliser l'inventaire des systèmes et usages d'IA, qualifier les acteurs, identifier les systèmes potentiellement à haut risque et définir une politique donc, de respect de l'obligation de l'article 50, donc une politique de marquage, étiquetage et de transparence finalement de ces contenus. Déployer un programme documenté de culture à l'IA, donc maîtrise de l'IA ou AI literacy, pour mieux familiariser les collaborateurs sur tous ces sujets-là qui ne sont peut-être pas toujours bien compris ou en tout cas dont on ne comprend peut-être pas très bien les limites, les risques, mais qui ont des impacts très importants, notamment les hallucinations, les biais, etc. Donc il faut vraiment former les collaborateurs à ces sujets-là et mettre en place une charte d'utilisation de l'IA. Et également, vous pouvez en trouver un template de cette charte, de cette politique chez l'Astra. Euh, et au-delà de l'IA uniquement, peut-être aussi s'assurer, lorsqu'on a affaire au moissonnage, donc au web scrapping, de réexaminer les bases légales de ces jeux de données, ne pas se dire que uniquement parce que ces sources sont accessibles publiquement qu'on n'a pas besoin de faire ce qu'il faut en termes d'obligations, d'information, de transparence. À ce sujet du web scrapping, nous avons un webinaire le 25 septembre, donc dans un mois avec Vigo Avocat,
sur ce sujet-là. Donc, nous allons décortiquer les lignes directrices, le projet des lignes directrices à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous allons mettre le lien, bien sûr, sur le site et sur des posts LinkedIn qui vont circuler à ce sujet. Euh, et voilà, d'autres points sur la sécurité et la gouvernance de données, bien sûr, tirer les leçons de ces sanctions que nous avons pu voir ensemble sur les décisions automatisées, mais aussi, par exemple, les sanctions de Free sur la détection d'anomalies, sur la sécurité de données. C'est quand même un sujet qu'on n'a peut-être pas trop vu ensemble, mais qui est très, très important. Et sur les transferts internationaux, de vérifier sa dépendance au DPF, donc au Data Privacy Framework, et peut-être sécuriser ces mécanismes en fait, sécuriser ce transfert, pardon, avec des mécanismes alternatifs, donc peut-être des clauses contractuelles type ou des BSR ou d'autres voilà, d'autres mécanismes alternatifs pour être couverts le jour où ce TPF va peut-être être remis en question ou qui fragilisé, notamment peut-être avec un Schrems 3 qui pourrait arriver bientôt. Et garder une veille active, bien sûr, sur tous ces sujets. Vous avez vu combien de choses ont évolué depuis janvier 2026, mais aussi seulement depuis ces 3 derniers mois. Donc, la veille, c'est très important. Euh, Pareil, nous, on assure cette veille d'Astra à la fin de chaque mois sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Et également, pour les utilisateurs de la plateforme, une veille beaucoup plus régulière que uniquement une fois le mois. Euh, Vous avez des nouveautés, des actualités tous les jours remises, qui sont remontées, pardon, au sein de votre compte utilisateur. Donc, voilà, ça facilite la veille, en tout cas qui est très très importante dans notre domaine. Je pense qu'il n'y a pas de questions, donc on va peut-être terminer la réunion. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Au revoir.